Mesdames et messieurs, chers amis, ce n'est pas de Socrate, ce n'est pas de Montaigne, c'est de Jean-Louis Scaringella, c'est de votre président, Laurent Martinet, c'est de votre parrain, Jean-Yves Le Borgne, cette formule. Enseigner consiste à allumer des feux. Je voudrais que cette formule soit l'expression de mes vœux les plus chaleureux, les plus confraternels, les plus dynamiques pour les 18 mois qui s'ouvrent pour vous maintenant. Et devant votre assemblée impressionnante, vous êtes 1860. Je me pose la question que vous vous posez et je ne veux pas l'éluder. Sommes-nous trop nombreux? Deux réponses sont possibles. Je peux vous dire que oui, vous êtes trop nombreux, tandis que lorsque j'ai prêté serment, je sortais d'une école qui s'appelait à l'époque le CFPP, où nous étions 250. Je peux vous dire que vous êtes trop nombreux si, comme le rappelle souvent le président du Conseil national des barreaux, M. Burguburu, que je salue et qui représente la France, vient dire que les magistrats, depuis Napoléon III, sont un peu moins de 8000 et que ce chiffre n'a pas varié. Mais il y a le discours diamétralement opposé qui consisterait à vous dire « Vous n'êtes pas trop nombreux, la vie professionnelle sera un long fleuve tranquille pour vous. » Vous l'imaginez, c'est un chemin plus nuancé que je viens vous proposer. Un chemin plus nuancé où il va falloir que chacun y mette énormément de dynamisme et de talent. Un chemin plus nuancé mais extrêmement optimiste, parce que votre génération partage trois repères qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est que vous êtes dans une société de plus en plus complexe et complexifiée dans les rapports humains, dans les rapports d'affaires, dans les rapports d'argent, dans les rapports internationaux, et que ça veut dire qu'il y a une place de plus en plus importante pour le droit et pour l'avocat. La deuxième caractéristique de votre génération, c'est que c'est une génération qui refuse la guerre à juste titre, et qui refuse la guerre accueille le droit. Et c'est par le droit qu'on constitue l'Europe, et c'est par le droit qu'on constitue le monde, et c'est dans le droit que vous croyez. La troisième caractéristique, évidemment, c'est que votre génération est ouverte sur l'étranger, et avec le président de l'EFB, Laurent Martinet, nous avons passé une année entière, notre année de Dauphinat, à vous construire cette école et à vous l'internationaliser. Nous sommes allés en Inde, nous avons désigné des ambassadeurs de votre école pour aller en Chine, et nous vous proposerons d'ouvrir complètement vers l'étranger votre école, notre école. Vous savez, Paris est une place de droit importante dans le monde. La première place du droit international au monde, c'est Paris. Et Paris, depuis que le ministre de la Justice Debré de Gaulle avait compris que la finance serait à Londres, eh bien, il avait voulu faire en sorte que le droit soit à Paris. Et c'est la raison pour laquelle la place de Paris a été ouverte en particulier aux cabinets internationaux pour les faire venir. Ils sont venus, et c'est à votre génération
de rendre cela et de vous exporter et d'aller le conquérir, le monde. Parce que Paris, place de droit, c'est quoi? C'est le droit romano-germanique, évidemment, dont nous sommes les champions. Un droit qui est partout dans le monde. C'est toute l'Europe du Sud, bien sûr, mais c'est toute l'Europe de l'Est, on l'oublie souvent, jusqu'à Moscou et plus loin. C'est toute la Chine. Le mot Chine, en chinois, et par les idéogrammes, veut dire le pays de la loi, le pays du droit. C'est évidemment toute l'Amérique du Sud. Mais parce qu'on a ouvert la place de Paris à l'international, c'est aussi une place de droit anglo-américain. C'est une place où on est agile pour aller exporter le droit et l'exercer partout dans le monde, et c'est notre objectif de vous ouvrir cette école pour cela. Vous savez, Bertrand Perrier vous le disait tout à l'heure, ma plus grande fierté d'avocat, c'était de mettre en place à Phnom Penh, c'est-à-dire au bout du monde, dans l'affaire des Khmers rouges, la constitution de partie civile à la française. Songez qu'à Nuremberg, crime contre l'humanité s'il en est, les victimes étaient de simples témoins, les familles des victimes, de simples témoins. À Phnom Penh, il y a 3 ans, nous avons réussi à imposer que les victimes deviennent des parties civiles, c'est-à-dire parties au procès, à égalité des armes avec la défense, parties au procès avec des avocats, tels qu'à Nuremberg et en droit onusien, on ne le connaissait pas. Nous avons imposé notre droit romano-germanique là-bas, et le TSL, le tribunal spécial Liban à La Haye, aujourd'hui dans les cours pénales internationales les plus sophistiquées du monde, dans son règlement de preuves et procédures en article 9, indique qu'il y faut plus de droit romano-germanique et moins de droit anglo-américain. Pourquoi? Parce que quelles sont les 2 grandes difficultés du droit? C'est tous les sondages qui vous le disent pour la population aujourd'hui, c'est trop cher et c'est trop long. Le droit romano-germanique est plus rapide et il est moins cher parce qu'il faut de l'accusatoire, mais pas trop non plus, et de l'inquisitoire, c'est-à-dire tenir par le service public dont les Français sont champions le procès. Donc, nous sommes face à des champs d'exploration immenses, et c'est la raison pour laquelle je suis extraordinairement confiant pour votre génération. Alors, je vous parlais de projection. Mais si nous sommes si forts, dans notre envie d'être avocats, c'est que nous partageons tous une fierté d'être avocats que peu de professions connaissent comme notre profession le vit, la fierté d'être avocat. Pourquoi cette fierté d'être avocat? Est-ce le souvenir des grands noms de Mandela, de Gandhi? Est-ce la qualité d'avocat d'Obama? Est-ce parce que 2 des 4 derniers présidents de la République en France ont été avocats, Mitterrand bien sûr et Sarkozy aussi? Est-ce cette fierté parce que nous avons dans notre histoire du barreau un fil rouge qui nous conduit jusqu'à très loin et dont je voudrais, en 5 minutes, vous permettre d'approcher quelques grandes figures pour qu'ici, pendant votre première leçon, vous entendiez parler des grands noms du barreau des 100 dernières années. Si je suis avocat, c'est parce que, pendant toutes mes études, j'ai rêvé, j'ai suivi les exploits de Robert Badinter. Je l'ai suivi aux assises de Troyes quand j'étais étudiant. C'était l'affaire Buffet-Bontemps, condamnation à mort. Aux affaires Buffet-Bontemps a suivi, toujours devant les mêmes assises de Troyes, Patrick Henry. Il sauve sa tête et ce sera l'abolition de la peine de mort. Et quand on parle à Badinter, qui est celui qui fait que je suis avocat, je suis la génération Badinter, vous êtes la génération Le Borgne, et on le présentera tout à l'heure.
Badinter, il est la génération Torres, Henri Torres, son patron, de gauche comme lui, formidable avocat d'assises du Sud, de gauche tous les deux. Cette éloquence blanche. Badinter, on le voit, tous ceux qui l'ont vu plaider, c'est de la craie dans la bouche, un corps qui venait presque coller au jury d'assises. Et puis, si ces deux hommes, Badinter et Torres de gauche, sont avocats, c'est parce qu'ils ont tellement admiré deux hommes d'extrême droite, Tixier et Izorni. Tixier, l'avocat de Salan, le putsch d'Algérie, putsch d'Alger. Jouot, le numéro 2 du putsch, est condamné à mort par le haut tribunal militaire. 2 mois plus tard, le même haut tribunal militaire, sur ordre de De Gaulle, composé par De Gaulle, juge Salan. Personne n'imagine que Salan pourra échapper à la peine de mort, et Salan est sauvé. C'est sans doute le plus grand exploit judiciaire qu'un avocat ait obtenu. Et tout cela avec derrière lui, à côté de lui, toujours, les deux frères ennemis, Izorni, l'avocat de Pétain évidemment, et l'avocat de Bastien-Thierry. Et quand Izorni plaide pour Bastien-Thierry au fort de Vincennes, juste à côté du peloton d'exécution, il y va trop fort contre les magistrats. Et les magistrats le sanctionnent et l'empêchent d'exercer la profession d'avocat pendant 2 ans. Ça se passe à l'audience, à l'époque, c'était avant la réforme Badinter. Il est jugé, il sera jugé demain. Il désigne Mitterrand pour le défendre. Je vous disais Tixier, Izorni extrême droite. Je vous disais que Badinter, Torres, la vraie gauche. Je vous disais que Tixier et Izorni, quand ils ont besoin d'un avocat, ils appellent Mitterrand. C'est ça, le barreau. Il n'y a ni droite, ni gauche. Il y a la défense de valeurs transcendantales qui sont bien au-dessus de cela. L'enterrement de Tixier, c'était à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, juste à 100 mètres d'ici. Extrême droite, évidemment, s'il en est. Tout le palais de gauche et juif était réuni autour de son cercueil. Ça, c'est un moment que seul le barreau peut apporter. Et Tixier, Izorni, Badinter, Torres, pourquoi? Qui admirait-il le plus dans la génération d'avant? C'était Floriot et Alberno. Pourquoi? Parce qu'ils avaient inventé une nouvelle façon de travailler au pénal. Floriot, c'était pour la première fois depuis Cicéron l'éloquence sèche. Le dossier, que le dossier, les preuves, que des preuves. Et un discours ramassé. Alberno, c'était le titre d'un livre qui va passer entre vos mains, Les défendre tous. Les défendre tous. Et puis, il y a la génération des grands avocats, hommes publics, hommes d'État, hommes politiques, les Gambetta, les Waldeck-Rousseau, les Poincaré, qui, après avoir été président de la République, a voulu se faire élire bâtonnier. Et puis, 2 derniers noms que je ne veux pas occulter parce qu'ils étaient il y a pile 100 ans d'ici. Moro Giaferi et Laborie. Moro Giaferi, l'avocat de Landru. Moro Giaferi, avec cette histoire extraordinaire, on est au dernier jour de l'audience, vous savez ce qu'on reproche à Landru, d'avoir tué 5, 6 ou 7 femmes qu'il avait épousées successivement, de les avoir emmenées dans sa petite maison à Gambais et de les avoir fait cuire dans la marmite et puis d'avoir évidemment détourné l'héritage. Au dernier jour de l'audience, Moro Giaferi interpelle le président. Monsieur le Président, on a retrouvé les femmes, elles sont là, dans la salle des témoins. Je souhaiterais que l'huissier d'audience ouvre la porte et les fasse sortir, toutes les unes après les autres. Le moment d'audience est prodigieux.
le président narquois appelle l'huissier. « Monsieur l'huissier, veuillez ouvrir la porte de la salle des témoins. » Et au moment où l'huissier ouvre la porte et que, bien sûr, le vide suit l'effet de manche, l'avocat se lève et puis dit « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, hélas, je ne les ai pas retrouvés, mais le silence pesant de cette salle d'audience, la façon dont tous les jurés regardent vers la porte montre qu'il y avait l'espoir pour chacun, donc le doute de la mort. Et dans le doute, on acquitte alors l'avocat général, et je parle devant les magistrats, les hauts magistrats ici présents, et Madame Arins, Madame le président du tribunal de grande instance que je salue. Magistrat, l'avocat général se lève et dit « Il y en a un seul qui n'a pas regardé la porte, c'est Landru. » Donc pour Landru, il n'y avait pas de doute. Et puis je termine avec Laborie. Laborie, l'avocat de Dreyfus, l'avocat de Zola. Prodigieux, Laborie. Il perd son procès, ses procès pour Dreyfus. Ce n'est pas lui qui va gagner pour Dreyfus. Il perd son procès pour Zola. Zola, dans l'affaire de J'accuse, est condamné. Mais c'est lui qui réussit à transformer en erreur judiciaire historique et en page d'histoire que nul n'oubliera jamais. Et Laborie, ayant perdu après tout son cabinet à cause de cette histoire, est reçu en héros absolu à New York, comme le seront reçus plus tard les astronautes, vous savez, avec tous les papiers qu'on jette de tous les buildings. Et puis Laborie, qui n'arrive pas à gagner pour Dreyfus et Zola, va gagner pour une coupable. Au contraire, c'est ça qui est prodigieux. Madame Caillot, vous savez, celle qui tue le directeur du Figaro, qui le tue, qui l'assassine, puisqu'elle achète avant le revolver chez Gastine Rennette, elle est acquittée. C'est ça, Laborie. On fête les 100 ans de son bâtonnage et fait venir dans le bureau du bâtonnier, et je vous y invite, j'espère que vous viendrez, la table de travail de Laborie et sa statue. Alors, je voudrais terminer en vous disant que le barreau, pourquoi on en est si fier, pourquoi on est si fier d'être avocat, pourquoi toutes les professions voisines veulent être avocats. C'est parce qu'il y a ces champs d'exploration dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est parce qu'il y a cette histoire prodigieuse et parce que autour de tout cela, il y a un honneur qu'on appelle la déontologie, dont votre directeur vous a parlé et dont nous assurerons l'enseignement avec Laurent Martinet. Et puis il y a aussi 3 autres choses. Il y a le talent. Le talent, c'est ce qu'on va essayer de révéler en vous à l'intérieur de cette école. Le talent, c'est quoi? Le talent pour Varro, c'est la lumière d'une fusée dans la nuit ou l'étrave d'un bateau dans la mer. J'adore cette formule. Pourquoi? Parce que, comme dit Bredin, c'est des paroles jetées au vent et puis perdues. Que reste-t-il? Que reste-t-il après la plaidoirie? Que reste-t-il après l'accord qu'on a signé? Que reste-t-il? Pour Olivier Schnerb, mon patron, le talent, c'était prouver simplement que 2 + 2... Alors il me disait, quand j'arriverai à te former suffisamment pour que tu réussisses à prouver que 2 + 2 font 4, tu seras un bon avocat. Mais tu seras un grand avocat, et c'est déjà pas facile de prouver que 2 + 2 font 4. Allez-y. Mais quand tu pourras prouver que 2 + 2 font 5 ou 3, tu seras vraiment un très grand avocat. Et c'est pour lui ça, l'expression du talent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez les avocats, il y a ce petit peu de magie. Ce petit peu, vous savez, cet espace de cristal au-dessus du droit, au-dessus du chiffre, qui peut transformer les choses. Et cela, il faut y réussir aussi. Il y a le talent, il y a le courage.
Le courage, c'est le courage de Malesherbes, avocat du roi, qui est guillotiné à son tour. Le courage, c'est le courage de Chauveau-Lagarde, avocat de la reine, qui reçoit dans la souricière du palais de justice l'éventail que lui tend la reine, tandis qu'elle monte dans la charrette qui l'amène à la guillotine. Et cet éventail est aussi dans une petite vitrine dans le bureau du bâtonnier. Le courage, c'est Berryer, le grand Berryer, défendant celui qui deviendra Napoléon III, mais qui n'est encore que putschiste et qui est mis en prison. Et le courage, c'est le même Berryer, lorsque Napoléon III devient Napoléon III et prend le pouvoir, qui défend les républicains contre le roi, l'empereur. Talent, le courage, la déontologie et puis l'histoire. L'histoire, je vous l'ai dite, pour les 100 dernières années, l'histoire, elle remonte à bien plus loin, le palais de justice dans lequel vous irez. Il existe depuis le roi Dagobert, il existe depuis les Mérovingiens. Ça fait 1000 ans qu'on rend la justice dans cet endroit prodigieux de l'autre côté de la Seine, et vous verrez qu'on a un frisson, qu'on ressent ce frisson quand on monte l'escalier qui y conduit. L'histoire, c'est ce barreau qui, à travers ces visages et au long de ce fil rouge, remonte jusqu'à Démosthène. Démosthène qui, face à la Méditerranée, haranguait le peuple pour lever des fonds et faire la guerre contre Philippe de Macédoine. Et l'histoire, c'est aussi des ombres. Je termine par là. Deuxième Guerre mondiale. L'étoile jaune que le Conseil de l'Ordre a laissé porter sur la robe des avocats, et puis des confrères qui sont partis à la mort, et cette lettre de Pierre Masse, qui la veille du jour de sa mort écrit à sa femme et s'adresse à la profession. Et je vous lis la fin de cette lettre. « Dis-lui, au bâtonnier, que je crois avoir honoré l'ordre des avocats et toute la profession. C'est une carrière que j'ai servie avec foi, souvent avec passion, et c'est en cela, pour l'avoir exercée jusqu'au bout et sans défaillance, que s'entr'ouvrent devant moi, en cette nuit tragique, des espaces infinis. Je vous remercie.